Bonjour et bienvenue dans ce podcast post-WrestleMania. Aujourd'hui, nous allons débriefer l'aventure WrestleMania sur Catch News. Et avec moi, pour en parler, Anto qui nous a rejoint. Bonjour Anto. Salut! Alors, ça y est, c'est pas trop difficile de se relever encore une nouvelle fois pour parler de WrestleMania. Je commence à être habitué, là. Ça se passe bien. Il est quelle heure chez toi au Québec? Là, il est présentement 8h07 pour être exact. 8h07, c'est très tôt. Pour un Canadien, c'est très tôt. Avec nous aussi, il nous a rejoint, c'est Kevin. Bonjour Kevin, il fait partie de Catch News, il écrit pour nous. Comment ça va Kevin? Ça va très bien et toi? Ah bah vu la petite voix, j'ai l'impression que c'est pas foufou. Mais c'est peut-être le WrestleMania qui est anesthésié. On va en parler un peu plus tard. Et avec nous aussi Thibaut qui écrit pour Catch News. Bonjour Thibaut, comment ça va? Hello, ça va très bien et toi? Écoute, on essaye. Alors toujours content de tes simulations post WrestleMania, enfin pour WrestleMania. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que tu as des surprises pour nous dans quelques semaines au niveau du gaming sur Catch News? Bah écoute, ouais, ça s'est super bien passé. Au niveau du planning, ce qu'on a prévu là, bientôt il y aura la vidéo, un peu du débrief par rapport à ce qui s'est passé dans la réalité et ce qui s'est passé dans le jeu. Et après ça, on va se préparer doucement mais sûrement pour The Greatest Royal Rumble où on a l'intention de simuler quelques matchs. D'accord, et c'est reparti. Alors, on va parler tout de suite de WrestleMania. On va essayer de vous parler de tout ce qui s'est passé pendant cette folle semaine. Donc, on va essayer de vous parler tout d'abord donc du show principal, aussi de Raw et de SmackDown de cette semaine. Et vu que le temps est très serré, on va commencer tout de suite et on va commencer par le pré-show. Alors, je vais pas vous demander de faire des détails sur tout le pré-show parce que le pré-show en lui-même a duré 2 heures. Il était diffusé sur YouTube. Donc, on va essayer de faire un avis général sur ce pré-show, donc ce show avant le show. Alors, il y avait 3 matchs. Il y avait la Andre the Giant Battle Royale avec une victoire de Matt Hardy. Il y avait un match pour les Cruiserweight Championship qui opposait Cedric Alexander à Mustafa Ali. Cedric Alexander, lui, est devenu champion. Et ensuite, on a eu pour la première fois, et c'était historique, une woman, Battle Royale avec une victoire non pas de Bayley, comme je l'ai annoncé un peu fortuitement dès le départ sur Catch News, mais de Naomi. Alors, ce pré-show qui a duré 2 heures, il y a eu beaucoup de parlotte et 3 matchs. Un avis général. Allez, on va le mettre dans le bain. Kevin, qui nous a rejoint pour ce podcast, qu'est-ce que tu as pensé de ce pré-show? Globalement, il faisait le taf, on va dire, pour un pré-show. Il y avait les Cruiserweight qui fait plutôt un bon match et qui ont bien chauffé le public, je pense. Après, les Battle Royale, c'est comme d'habitude, il n'y a rien de spécial, de particulier, il n'y avait pas de vraie surprise, à part peut-être le retour de Bray Wyatt. Mais il n'y avait pas grand-chose à dire sur les Battle Royale, quoi. C'est juste le Cruiserweight qui était sympa à voir, et puis encore, pour ceux que ça intéresse, quoi, parce que sinon, en général, c'est juste un match sympa à voir, mais les rivalités, c'est pas vraiment ce qui intéresse le plus le public, quoi. Et un mot sur les deux vainqueurs, d'un côté Naomi pour le match féminin et Matt Hardy pour le match masculin. Une surprise pour toi ou pas du tout? Alors Matt, non, c'est pas vraiment une surprise, hein, c'était un des deux que je voyais avec Dolph Ziggler, donc c'est plutôt logique. Ouais. Après, pour Naomi, c'est peut-être, je sais pas, je suis un peu plus mitigé. J'aurais plus vu Becky Lynch ou Bayley par exemple. Ouais, c'est un peu bizarre. Thibaut, qu'est-ce que t'en penses de ce pré-show et de ce des victoires justement? Ouais, j'ai trouvé que le pré-show faisait le taf, effectivement. Pour en revenir aux deux Battle Royale, surtout la Andre the Giant, le match en lui-même était pas hyper prenant, quoi. C'était pas exceptionnel. Après, la victoire de Matt Hardy me semble logique. Moi, j'avais dit Elias, mais bon, il n'était pas dans le match. Du coup, oui, il a été retiré. Voilà, du coup, il fallait que ce soit une tête d'affiche qui gagne, quoi. Et donc, Matt Hardy, ça me semble logique. C'était sympa ce qu'il y a eu avec Bray Wyatt à la fin. Ça peut donner une équipe sympa, ouais. Et après, pour la Battle Royale féminine, Naomi, ça me semble logique, parce qu'elle avait eu c'est dans la continuité de WrestleMania l'année dernière, en fait. Où elle avait remporté le titre, donc, j'ai trouvé ça pas mal. Après, pour le Cruiserweight, ouais, ils ont fait le taf. Je trouve qu'ils ont bien combattu. C'était un match plutôt cool. Pas de surprise pour Cedric Alexander. Anto, on l'avait annoncé, hein, c'était une suite logique pour ce titre. Exact. Je pense que tout le monde était d'accord là-dessus précédemment. Donc, c'était quand même assez logique, là. Sinon, je suis d'accord avec les avis précédents. Mais mis à part, moi, j'étais un peu déçu pour la Battle Royale mais féminine, là, parce qu'on se cachera pas qu'un quart des catchers était inconnu du public en général. Là. Exactement. Tandis qu'on avait annoncé peut-être des retours, justement, essayer de marquer, il n'y en a pas eu. Exactement. Ça m'a un peu déçu de
de ce côté-là, là, parce que oui, nous autres, on les connaissait parce qu'on est des grands fans de catch, là, mais je veux dire, mais si on sort pas du moule WWE, on se cachera pas beaucoup d'NXT, beaucoup d'NXT qui ont débarqué, hein, c'est ça. Bon, alors assez mitigé, c'est-à-dire que ça a fait le taf, ça a lancé bien le show, mais le vrai show de WrestleMania, c'est le show principal, celui qui était diffusé sur le W Network et sur AB1 et AB Explore en France et en Belgique. Pourquoi en Égypte? Pourquoi pas? Ça a dû être diffusé en Égypte aussi, mais pas là. Et justement, ce show a commencé par un match d'ouverture, ce qu'on appelle l'opener, pour le titre intercontinental qui voyait Seth Rollins, le Miz qui était champion, et Finn Balor avec une victoire de Seth Rollins, qui est le nouveau champion et Grand Slam champion, qui veut dire qu'il a gagné tous les titres majeurs de la WWE, c'est ça, je me trompe pas. Anto, sur ce match, justement, cet opener, est-ce que c'était pour toi le bon match pour commencer, et puis le match en lui-même? Bon, je pense qu'il a réussi sa tâche principale d'ouverture, soit d'offrir du bon divertissement. Donc, je pense que ça l'était avec les 3 performances qu'on a eues. Mais sinon, moi, personnellement, je suis un peu déçu de la victoire de Seth Rollins. C'était loin d'être mon favori. Et justement, Thibaut, est-ce que ça va pas dans le sens de ce qu'on avait dit dans le podcast, que finalement, qu'un des 3 ait la ceinture ou pas, c'était peu important parce qu'ils existaient sans ceinture. The Miz qui perd la ceinture, lui, pour le coup, peut-être pour se retirer quelques semaines après la naissance de son enfant. Quoique, on l'a vu à Raw, on en reparlera. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce match et de cette victoire de Seth Rollins? Moi, le match en lui-même, j'ai trouvé vraiment très bon, un excellent match d'ouverture et peut-être même, je sais pas si on y reviendra plus tard, un des meilleurs du show. Il y a eu quelques bons spots. Je trouve que les 3 se sont donnés à fond, même The Miz où on aurait pu dire que peut-être il essaierait un peu de tricher, mais au final il a été quand même excellent. Et non, une très bonne prestation des 3. Que Seth Rollins gagne, moi j'ai trouvé ça plutôt bien, même si j'aurais plus vu Finn Balor. Je trouvais ça plutôt bien parce que bon, il est méritant et puis chaque semaine il taffe énormément, il est très apprécié. Donc moi j'ai trouvé que c'était un très bon opener et j'étais peut-être étonné de le voir aussi tôt dans la carte parce qu'il y avait quand même des noms prestigieux. Mais non, franchement, moi j'ai pas du tout été déçu de ce match, j'ai trouvé de grande qualité. Et on en reparlera certainement, on en reparlera même à la fin de ce débrief de WrestleMania, peut-être le meilleur match de la soirée pour débuter. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin, justement sur ce match, sur la qualité in-ring et sur la victoire de Seth Rollins? Alors la même chose, hein, c'était un très bon match pour ouvrir le show, la qualité était là. Niveau victoire, j'avais pas forcément de préférence entre les 3, même si j'avais envie que le Miz lâche un peu la ceinture, on va dire. Mais sinon, ouais, ça fait parfaitement le taf pour ouvrir un show et il était vraiment de qualité, ouais. Bon, finalement, Seth Rollins qui gagne, il y a peut-être une victoire un peu logique dans une volonté de faire monter ce catcheur, ou du moins dans le palmarès. Le deuxième match de la soirée, c'est le premier match féminin d'ailleurs pour la SmackDown Women's Championship. Toujours en single match, Charlotte Flair qui arrive championne versus Asuka qui venait sur une série de victoires de 218 victoires d'affilée, et elle perd, Asuka, sous soumission. Charlotte Flair continue avec son titre de SmackDown. Finalement, tout ça pour ça, si j'ose dire, Thibaut. Ouais, tout ça pour ça. Le match en lui-même, j'ai trouvé très bon, peut-être un peu long à démarrer, mais au final, ça s'est pas mal emballé. Et après, c'était très bien, mais je trouvais qu'au moment où ça a commencé à s'emballer, en fait, Asuka perd. Donc, ça a été un choc, hein, parce que vraiment, je pense qu'on était beaucoup à la voir continuer sa série d'invincibilité. Après, le match en lui-même était vraiment très bon, et je pense que la WWE a bien fait. D'un côté, parce que c'est vrai que les séries d'invincibilité, c'est jamais facile à gérer, on sait jamais quand vraiment s'arrêter. Ça a peut-être été un peu difficile avec l'Undertaker, justement, de savoir à quel moment fallait exactement stopper la série d'invincibilité. Donc, je pense que Charlotte est largement légitime pour mettre fin à cette série d'invincibilité. Et du coup, moi, je suis curieux surtout de savoir ce qui va advenir de Asuka après. Est-ce qu'elle va tomber un peu en désuétude ou est-ce qu'elle va réussir à se relever? Mais le match en lui-même, je l'ai trouvé très très bon, et surtout j'étais très étonné là aussi encore de le voir situé aussi tôt dans oui, parce que c'était un peu annoncé comme une première. Ouais, on aurait même pu le voir en main event. Je veux dire, on nous a vendu beaucoup de prestige sur ce match, mais pour moi, il a tenu ses promesses en termes de qualité. Donc bravo aux 2 combattantes qui ont très bien porté la division féminine sur leurs épaules.
Et justement, Kevin, qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette victoire de Charlotte? Est-ce que finalement, cette victoire, ce n'est pas une continuité, mais un peu trop de continuité, et Asuka n'aurait-elle pas mérité de gagner, Kevin? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, j'ai un peu de mal à comprendre justement la victoire de Charlotte, que je me dis que autant casser l'invincibilité d'Asuka, ça me dérange pas, mais le faire au premier match de championnat, au premier match contre Charlotte, je sais pas, je trouve ça un peu cheap. J'aurais préféré que ce soit fait autrement, mais bon, après, il faut voir comment ils vont gérer l'après aussi, l'après streak. Ce que ça donnait, mais ouais, en soi, j'ai un peu de mal avec la victoire de Charlotte, à me dire, trouver la logique là-dedans, quoi. Et justement, Antoine, on avait évoqué dans le podcast précédent, dans nos pronostics, la difficulté peut-être de faire gagner Asuka pour ces raisons aussi de promo, c'est-à-dire qu'elle ne parle pas très bien anglais, et on l'a vu après, elle a pris le micro, et même ça, c'était un peu gênant. Je sais pas ce que tu en as pensé, au-delà du match et de cette fin de match et cette prise de parole au micro. Oui, donc ça, c'est sûr qu'encore une fois, je pense que c'était autant gênant que d'habitude. Il y a un petit problème de compréhension. Sinon, je suis d'accord pour les avis mais précédents. Mais moi, qu'est-ce qui m'a surtout marqué, c'est qu'avec sa série de victoires, je trouve qu'elle a tapé beaucoup trop vite. Je veux dire, tout de suite au moment de la soumission, elle a tapé puis c'était fini. Je veux dire, pour quelqu'un qui est invaincu, moi je m'attendais à peut-être un petit peu plus de résistance de ce côté-là, parce que là, et justement, tout a été effacé en 1 seconde, c'est fini. C'est ça, c'est-à-dire on l'a fait gagner 218 fois, quand même, et on l'a fait perdre en 2 secondes et demie sur une soumission, Antoine. Exact. Moi, je pense que je m'aurais attendu peut-être au moins à deux soumissions, là, au moins, là, ou juste un petit peu plus de résistance, comme qu'on peut voir, là, qu'elle se rende à une corde oui, parce qu'elle était proche des cordes en plus, hein. C'est-à-dire qu'en soi, il y aurait eu plein de twists possibles. Et cette victoire d'Asuka, comment tu vois la suite, toi? Ben là, pour l'instant, donc je pense qu'il va y avoir un nouveau départ pour elle la semaine prochaine, quand il va y avoir le shake-up. Je pense que c'est la seule solution. A priori, on a sorti l'info, on ne vous dit rien. Si vous pouvez aller voir, il y a un spoiler sur Catch News sur le futur d'Asuka. Effectivement. On passe au prochain match. Juste une petite incise. John Cena dans la foule. Un arbitre vient le voir à la sortie de Asuka et il court comme un benet aux coulisses. Bonne idée ou mauvaise idée de mettre John Cena dans les coulisses, sachant qu'on reviendra sur sa confrontation plus tard. Bonne idée ou mauvaise idée en 2 mots, Kevin? Moi, je trouve un peu trop surjoué tous les trucs avec Cena. Enfin, on le voyait beaucoup trop souvent, je trouve. Et voilà, quand on l'a vu partir en coulisses, je me suis dit, il se dépêche pour affronter Asuka ou pour autre chose. Ouais, d'accord. Je sais pas, tu vois. Thibaut, un mot sur John Cena dans le public à ce moment-là du show. Alors moi je suis pas du tout d'accord, je l'ai trouvé hyper divertissant, moi il m'a vendu du rêve et j'aurais aimé que ça dure même plus longtemps parce que ok c'est peut-être surjoué mais c'est Cena quoi et c'est aussi pour ça qu'on l'aime bien, c'est que il en fait des caisses et c'était très très habile de la part de la WWE de le mettre dans le public. Je trouvais ça vraiment génial, il y a des fans qui ont passé un excellent moment et puis à chaque fois qu'il était filmé. Et des acteurs aussi, hein. Et des acteurs, oui aussi. Et des acteurs, attention. D'accord, mais après ce que je veux dire c'est que franchement la scène en elle-même quand chaque fois qu'il le filmait c'était des barres quoi et j'ai trouvé même ça un peu brutal que dès le deuxième match ils partent direct. Moi je m'étais dit c'est peut-être à la toute fin quoi que si l'Undertaker arrive ça. Et là je me suis dit déjà j'ai trouvé ça vraiment rapide mais moi Cena j'ai trouvé que ça a été très habile. Ouais, mais j'ai trouvé très habile ce qu'ils ont fait avec. Anto sur ce petit moment là très rapidement. Oui, donc je suis d'accord. Donc c'était une bonne idée, puis c'est pas pour rien que quand on avait sorti la breaking news, que ça avait autant bien réagi, mais dans les commentaires. Là. Effectivement. On enchaîne avec l'United States Championship, l'United States, donc pour le championnat des États-Unis en Fatal 4-Way, Bobby Wood versus Rusev. Jinder Mahal et Randy Orton qui est arrivé comme champion et qui est reparti sans la ceinture. Jinder Mahal qui devient nouveau champion. L'Inde reprend une ceinture. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? C'est assez bon, on n'a pas vu grand-chose, hein. C'était un peu chiant, on est d'accord. Anto, justement. Ouais, je pense que justement que tout le monde est resté un peu sous le choc après le combat de Asuka et Charlotte. Je pense aussi que ça avait aussi tué la foule, puis même nous de ce côté-là. Donc il a peut-être manqué un peu d'énergie du côté du public, puis même de nous. Sinon le combat il était correct dans son ensemble, là, juste un peu la fin que j'ai moins aimé, là, un peu donc on peut appeler ça entre guillemets le spam de finisher, là, la série de finisher mais qui arrêtait plus jusqu'à la fin. Je trouve que ça ressemblait plus à
à un SmackDown qu'à un WrestleMania. Oui, c'est ça. Et cette victoire, justement, Kevin, de Jinder Mahal, surprise ou pas surprise? Non, ni surprise ni pas surprise. Je m'attendais pas spécialement grand chose de ce match, donc que ce soit au niveau des vainqueurs ou de la qualité. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Je voyais pas Roode reprendre le titre juste derrière. Je voyais pas forcément Rusev gagner. Donc voilà, c'était soit Mahal, soit Orton. Je me suis dit pourquoi pas. Mais ouais, le match en lui-même, c'était on dirait un match qu'on a en semaine, quoi. C'est-à-dire que je sais pas si tu seras d'accord avec moi, Thibaut. C'est typiquement le genre de match qui aurait été coupé par la publicité à SmackDown. Oui, c'est vrai que j'ai l'impression que ce match a été fait surtout pour offrir un spot à WrestleMania à ces 4 superstars qui ont quand même, on va dire, pendant l'année, qui n'ont pas démérité. Au-delà de ça, moi j'ai été très étonné. Au-delà du résultat, je me doutais un peu que Mahal allait l'emporter, mais c'était de la durée. La durée, franchement, j'avais calculé du coup la durée des matchs pour les vidéos de débrief des pronostics. Il a duré moins de 10 minutes, et pour un Fatal 4-Way, je trouve ça très faible. Un peu gâché. Ouais, et puis Roode, il était totalement absent, et je crois que c'est le seul qui a pas eu de gros spots. Il y a eu Randy Orton avec ses RKO, il y a eu Rusev à un moment qui était bien chaud, et puis Jinder Mahal qui donc termine le match. Mais Roode a été très absent, j'étais très déçu de sa prestation, et le match en lui-même était pas fou, c'est clair. Oui, c'était assez décevant en général. Et un mot quand même sur cette victoire de Jinder Mahal. Est-ce qu'on repart sur une sorte de promotion pour l'Inde pendant des mois, la WWE, ou c'est juste pour faire patienter pour un nouveau champion? Anto? Moi je pense qu'on est reparti sur une bonne lancée là, parce que moi je crois que Jinder Mahal il était méritant parce qu'il a montré tout son grand travail mais qu'il a fait pour s'imposer. Dans la saison, il a beaucoup bossé, il a beaucoup taffé. Exactement, ouais. Exactement. C'est un peu une récompense, c'est ça, Kevin? Ouais, c'est exactement ça, je pense. Et puis on lui gardera sans doute le titre quelque temps, mais à voir si ça va durer. Mais ouais, il va le garder quelque temps quand même, moi, je pense. Thibaut, un avis sur cette question? Je pense que c'est aussi fait pour légitimer le fait qu'il est vraiment heel. C'est vrai qu'on se plaint pas mal qu'il n'y a plus de vrai heel ou de vrai face à la WWE. Là, pour le coup, en plus le fait qu'il pine Rusev, ça assoit un peu son statut de heel. Et par contre, juste un truc, c'est dommage qu'on nous revend encore Randy Orton contre Jinder Mahal. Là, bientôt, je sais plus si c'est à Backlash ou à The Greatest Royal Rumble pour le titre des États-Unis. Je trouve ça un peu dommage. Ils n'ont jamais eu une rivalité très prenante les deux. Donc, je pense justement, ils auraient dû peut-être le faire partir sur une rivalité avec Rusev. En fait, jusqu'au bout, la création de ce match pour ce titre est foireux. Même la suite de la storyline est foireuse. C'est-à-dire que même sur ça, il se rattrape pas derrière. On passe peut-être à un très gros morceau. C'est peut-être un des plus gros morceaux de WrestleMania. C'est ce Mixed Tag Team Match, Triple H, Stephanie McMahon versus Kurt Angle et Ronda Rousey. Vous avez vu, j'ai réussi à le placer, c'est incroyable. Ronda Rousey, premier pas de Ronda Rousey, donc de cette combattante MMA, sur le ring, on en a beaucoup parlé, c'est la première fois qu'elle était en action. Kurt Angle qui était finalement pas si mauvaise forme que ça malgré tout, plus que les rumeurs, parce que je vous avais donné cette information que même lorsqu'il était venu à la Paris Games Week, il avait des difficultés à se déplacer. Stephanie McMahon, un retour sur le ring. Triple H, plus affûté que jamais. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Justement, Thibaut, donne-moi ton analyse sur ce match. Est-ce que c'était un match vraiment de catch? Est-ce que c'était plus un match spectacle, comme on l'avait dit? Je pense que c'était avant tout un match spectacle, mais au-delà de ça, notamment Ronda Rousey a vraiment, je trouve qu'elle a assuré. Pour un premier match à WrestleMania, faut remettre ça dans son contexte, c'est beaucoup de responsabilités, et je trouve qu'elle a vraiment assuré. Bon, ça a été, il faut être franc, excusez-moi de l'expression, ça a été un peu le bordel parce qu'on était un peu paumé avec les règles au bout d'un moment. Est-ce que les hommes ont le droit de taper les femmes? Est-ce que les femmes ont le droit de taper les hommes? Qui est l'homme légal sur le ring? Exactement. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il y a eu du suspense et franchement, le public était dedans, moi aussi j'étais dedans, et c'est vrai que tous ont extrêmement bien joué leurs cartes, et le résultat est logique, la victoire donc de Ronda Rousey en soumettant Stephanie McMahon. Moi je trouvais le match très divertissant et j'ai passé un excellent moment. C'était vraiment un match divertissant, c'est ça le mot, Kevin? Ouais, c'est ça, c'est une vraie bonne surprise parce qu'on savait pas trop à quoi s'attendre avec Ronda surtout. Mais moi, au-delà du match en lui-même, ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir enfin un vrai match mix à WWE où ils osaient
affronter les femmes, affronter les hommes, etc. Donc c'était sympa de voir ça enfin à la WWE, que ça existe un peu dans le circuit indépendant. Et sinon, ouais, c'était une vraie bonne surprise. Ronda a fait du bon boulot, et puis je pense qu'elle a un bon potentiel pour la suite. Ouais. Et justement, Antoine, Ronda, alors toi, t'avais un peu peur sur son côté, un peu, on nous survend peut-être un peu la meuf, quoi. Et qu'est-ce que t'en as pensé finalement? Ouais, donc finalement, je suis même resté surpris de sa performance, là. Donc pour être franc, mais je m'attendais à paix, mais finalement ça s'est très bien déroulé, donc les prises très bien exécutées, donc j'ai été satisfait, ouais. On remarque que dès le départ du combat, dès qu'elle rentre sur le ring, en tout cas, dès qu'elle est l'homme légal entre guillemets sur le ring, on voit quand même que tout est chorégraphié dès le départ. Hein. C'est-à-dire qu'elle bouge pas d'un iota et après elle se décoince. Quand il y a des spots à l'extérieur du ring, elle se décoince. Mais véritablement, on voit qu'elle a préparé ce match comme si elle avait préparé on va dire un spectacle de danse pour son école primaire, Thibaut. Oui. Après, je pense que c'est ce que la WWE voulait mettre en avant, c'est un peu le fait que Ronda Rousey ne sait pas trop ce qu'il attend. On voit Stephanie McMahon au départ qui triche un peu, qui fait des coups en traître, et ça énerve Ronda Rousey qui se fait réprimander par l'arbitre. Donc je pense qu'ils ont voulu mettre en avant le fait que voilà, Ronda Rousey est pas encore habituée à la WWE et est un peu restée à l'UFC. Et au final, au fur et à mesure, elle commence à comprendre comment ça fonctionne, et c'est là qu'elle finit par se lâcher. Donc moi, j'ai trouvé le cheminement très intelligent. Victoire logique, Kurt Angle, Ronda Rousey, normal, Antoine. Oui, je pense que tout le monde était d'accord là-dessus, même à notre précédent podcast, là. Donc c'était une victoire tout à fait logique, puis qui était nécessaire. Qui était nécessaire pour construire peut-être le personnage de Rousey, qui ne devrait plus trop parler au micro. C'est peut-être une bonne nouvelle, Kevin, hein, parce qu'au micro c'est pas encore ça. Hein. Ouais, c'est sûr, c'est pas ça non plus. Après, il faut voir si elle arrivera à s'améliorer, mais ouais, pour le moment, c'est sûr que c'est peut-être préférable qu'elle parle pas trop. Ouais. Et alors, quelle est la prochaine confrontation que vous voyez de Ronda, qui sera peut-être seule pour son prochain combat, peut-être Greatest Royal Rumble, vu au vu des matchs qui sont annoncés pour ce show dans le show, entre guillemets, dans la saison qui est un peu ailleurs, contre qui Ronda pourrait véritablement combattre? Est-ce qu'on peut imaginer un match féminin? Ronda contre un homme lors d'un prochain show ou qui vous voyez en face, Thibaut? Alors The Greatest Royal Rumble, je sais pas, je crois qu'il y a pas de match féminin, peut-être du fait que c'est en Arabie Saoudite, je crois qu'il y a il y a des histoires de Bah après voilà, elle est pas mal habillée, Ronda, pour le coup. Oui, mais après bon, je sais que c'est un pays où le droit des femmes est un peu particulier, donc je sais pas. En tout cas pour l'avenir, franchement, je sais pas trop, ça va peut-être dépendre du shake-up aussi. Moi au départ, je la voyais bien peut-être continuer un peu à se tirer la bourre avec Stephanie McMahon. Parce que je sais que j'avais écrit une news à un moment qui disait que la WWE voulait vraiment mettre Stephanie McMahon en avant, comme Stone Cold avait mis en avant Vince McMahon à l'époque, grâce à leur rivalité. Donc peut-être que je verrai peut-être d'autres combats sur le long terme entre les deux. D'accord. Bon, je vais pas vous poser tous la question. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. On va passer au match suivant, qui est le SmackDown Tag Team Championship en Triple Threat. Alors là, c'était soi-disant la post pipi. Hein. Big E et Kofi Kingston, accompagnés de Xavier Wood. Les Uso, Jimmy et Jay, avec les Bludgeon Brothers, Harper et Rowan. Et c'est les Bludgeon Brothers qui sont les nouveaux champions, sachant qu'ils ont pris la ceinture à Big E et Kofi Kingston. Voilà, au New Day. Alors ce match très violent. Finalement, il a été, alors violent, le mot, je n'aime pas ce mot, a été très brutal. Est-ce que finalement ça sauve un tout petit peu ce match, le fait que ça soit brutal? Allez, Antoine, t'es chaud, alors vas-y. Non, mais moi personnellement, je trouve que le combat manquait un peu de chimie à comparer aux anciens combats, mais par équipe que la division SmackDown nous offrait. Mais par contre, la victoire de Harper et Rowan, c'est quand même une victoire logique, même si je suis pas d'accord là-dessus, là, mais c'était quand même logique qu'ils gagnent le titre vu les circonstances. Là. Mais je crois quand même qu'il manquait des étincelles dans ce combat-là. Thibaut? Ce combat, je trouve que c'est peut-être à partir de ce moment-là que WrestleMania a commencé à basculer dans dans une ambiance un peu bizarre avec l'entrée des New Day, notamment avec les nains habillés en pancake. Oui, c'est vrai, il y avait ça. C'était vraiment, c'est là que ça a commencé un peu à basculer. La victoire est logique parce qu'ils nous vendent les Bludgeon Brothers comme une équipe très forte. Mais le match en lui-même était pas terrible. J'ai trouvé les Bludgeon Brothers, c'était de la brutalité à l'état pur. Ultra dominant. Ouais, et c'est dommage parce qu'au final, c'est vrai qu'on aurait aimé voir un match plus long, je pense, et surtout les Usos et le New Day, on sait très bien qu'ils sont quand même très bons sur le ring, et donc nous vendre une victoire écrasante des Bludgeon Brothers, j'ai pas trouvé ça très très intelligent.
ça casse peut-être un peu le rythme des SmackDown Tag Team Championship, Kevin. C'est un peu le problème de ce genre de combat. Ouais, c'est un peu ça. Après, ouais, c'était un peu le match le moins bon du show. Enfin, à partir de ce moment-là, ouais. Donc, on sait que les deux autres équipes étaient capables de faire bien mieux. Donc, voilà, ils ont fait le choix de se concentrer sur le côté un peu bourrin des Bludgeon Brothers, pourquoi pas. Mais ouais, c'était un peu on pouvait s'attendre à bien mieux, en tout cas, de la Et part. puis, on pouvait imaginer aussi que de mettre des équipes un peu fortes, un peu techniques et tout. Là, on retombe véritablement dans une équipe de domination comme on a eu avec le Big Show à l'époque, ou enfin voilà, où on sait que c'est pas des gars qui sont techniques et ça fait baisser quand même le contenu in-ring des prochains matchs. Certainement, Anto, très rapidement sur ça. Oui, parce que si on suit la logique, donc pour les prochaines semaines, donc ça va se poursuivre en brutalité, à moins qu'on a dans le shake-up justement une autre équipe brutale qui s'en vient à SmackDown pour combler le vide, là. Ouais, finalement ça vend pas spécialement du rêve. On passe peut-être à ce match angle. Il y a un peu les deux, un peu ce match partagé entre un angle et un vrai match de catch, c'est l'apparition de l'Undertaker par des effets pyrotechniques un peu foireux. On serait dit qu'on était dans les années 90. C'était un peu n'importe quoi. Un éclair flappe le ring, tandis que le costume de l'Undertaker version Undertaker était sur le centre du ring. L'éclair frappe et puis il disparaît, et puis l'Undertaker arrive. Il y a un quart d'heure d'entrée. John Cena est là, tandis qu'il pensait que l'Undertaker arrivait, c'était Elias. Bref, ils ont monté tout un truc pour finalement un match qui dure pour un squash de John Cena par l'Undertaker. Tout ça pour ça, franchement, c'était nul, non? Enfin, moi, j'ai trouvé ça extrêmement décevant dans sa construction, dans ses effets pyrotechniques, par la finalité. Franchement, c'était hyper décevant. Et puis, on n'a surtout pas compris quel était le message, Kevin. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, on a un match encore plus court que l'entrée de l'Undertaker, donc voilà. Mais ouais, les effets spéciaux, voilà, ouais, effets spéciaux assez moches. Et puis voilà, on sait pas si l'Undertaker il est capable de faire que ça par sa condition physique ou pas, mais je sais pas. On verra face à Rusev en Arabie Saoudite s'il est capable de faire mieux, ouais, mais je sais pas. Je sais pas. On sait pas trop quoi dire parce que ouais, on s'attendait forcément à mieux. Enfin, il y avait pas grand chose en fait. Donc Antoine, sur ce melting pot là de tout. Exactement. Donc moi au début je pensais que c'était si court parce que Undertaker était pas capable de livrer une performance, mais comme hier ils l'ont annoncé au Greatest Royal Rumble. Oui, mais ça sera un squash. Je sais très bien que ça sera un squash là-bas. Oui, mais même à ça, c'est quand même contre Rousseff. Moi, c'est quand même dans un casquette match, donc il y a une certaine longueur, ça peut juste pas le lancer dedans puis c'est fini, là. Ça risque d'arriver, Ouais, moi, je suis quand même surpris parce que là, je me suis dit, bon, je pense qu'ils l'ont fait trop court pour aucune raison, juste pour remonter vers la dominance, qu'il avait perdu à WrestleMania, là. Oui, il revient dans son jardin, entre guillemets, et justement, la reprise est-ce qu'on n'a pas fait, il y avait cette rumeur, est-ce qu'on n'a pas fait revenir Thibaut, l'Undertaker pour dire on le refait venir au Royal Rumble, mais pas que pour le pognon. La preuve, on vous le montre. Et pas déçu de pas l'avoir vu en American Badass, comme tout le monde l'avait annoncé avec Kid Rock qui était Hall of Fame et tout. C'était finalement extrêmement décevant du bout en bout, cette histoire. Oui, totalement. Alors, on nous a fait monter la sauce avec John Cena qui venait faire des promos chaque semaine, comme quoi ça allait être un match d'anthologie s'il avait lieu. Au final, on a eu droit à un match de moins de 3 minutes. Alors je sais pas, franchement j'ai pas compris moi non plus le message de la WWE pour nous remontrer un Undertaker fort sans doute, mais que John Cena qui est 16 fois champion se prenne une raclée pareille, c'est quand même, je trouve que c'est survendu mais totalement. John Cena on sait qu'il est capable de bien mieux, là on aurait dit un gosse sur un ring encore plus incapable de faire quelque chose que Nicolas qu'on a vu plus tard dans la soirée. Enfin je veux dire personnellement, j'ai trouvé que c'était une honte et que deux légendes nous livrent un match comme ça. Franchement, si l'Undertaker peut plus, faut arrêter. Là, vraiment, j'ai l'impression qu'on s'est fait complètement intoxiquer par toutes les vidéos qui ont été postées par Michel McCall sur Instagram où tu le voyais pousser de la fonte, etc. Le mec est incapable de catcher, en fait. Soyons tout à fait honnêtes. C'est ça qui apparaît, Kevin. Non, mais c'est exactement ça. Et puis, je pense qu'Undertaker, franchement, il aurait dû arrêter
Après ça, l'effet contre Lesnar, là, il repousse encore et encore sa retraite à chaque fois. À un moment, voilà, faut arrêter. Non, mais surtout sans aucune symbolique. Sans aucune symbolique. C'est. Ouais, mais il y a plus rien en jeu là en fait. Il est comme ça, il vient, il fait son match WrestleMania à moitié cassé. Et puis, c'est même pas un match. Voilà, est-ce qu'on peut appeler ça un match? Soyons un peu sérieux. Non, même pas. Mais voilà, je trouve que c'est de pire en pire chaque année. Donc il faut qu'à un moment, vraiment qu'il pense à arrêter quoi. Mais on comprend peut-être pourquoi le jeu n'a pas voulu l'utiliser sur ce match aussi. Antoine. Oui aussi. Oui, en fait, ils ont teasé, mais sans teaser, là, parce qu'on se cachera pas que ça a quand même duré un mois le tease. Donc c'est un tease non officiel. Là. Mais c'est sûr que ça cache quelque chose. Là. C'est sûr qu'il y a quelque chose qu'on sait pas présentement encore. Là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, ou à la dernière minute, il s'est passé quelque chose, X, Y, Z, où on va avoir la fameuse blague, enfin c'était sous le ton d'une blague, du WrestleMania 35, John Cena, Undertaker, pour un dernier match, carrière contre carrière. Mais en même temps, on arrête de faire des suppositions avec ce mec, parce qu'il apparaît 10 minutes à chaque fois, et c'est toujours de la merde. Alors, normalement, il faut peut-être se poser la question, effectivement, que là, est-ce qu'ils sont pas en train de tuer complètement le personnage qu'ils avaient créé depuis des années, mais on ne sait pas si ça vient de lui, si ça vient de lui. Ça pose beaucoup de questions, Thibaut. Oui, ça pose beaucoup de questions, et surtout sur ce match, ce qui est criant, c'est qu'il y avait rien sur l'aspect créatif, il y avait rien puisque le Undertaker est revenu en Undertaker en plus. Les effets pyrotechniques étaient nuls. Au-delà de ça, moi je pense vraiment qu'ils vont nous le vendre pour WrestleMania 35 ou alors peut-être à SummerSlam, je sais pas, une autre confrontation avec John Cena, que je pense maintenant que personne ne veut voir, parce que John Cena, c'est pareil, John Cena vient de perdre toute crédibilité. Je sais pas du tout ce qu'il va faire. Il a un match contre Triple H à The Greatest Royal Rumble, mais même pour lui, il se trouve dans une impasse vraiment incroyable après ce four complet. Pour moi, c'est une honte, ouais, vraiment. C'est un four. Justement, derrière ce match, voyant que la foule avait pas spécialement bien réagi, alors le line-up était déjà fait avant, ils nous ont proposé le tag team match entre Shane McMahon et Daniel Bryan versus Kevin Owens et Sami Zayn pour des histoires de contrat à SmackDown. Shane McMahon et Daniel Bryan en sortent gagnants. Qu'est-ce que vous avez pensé? Daniel Bryan ils l'ont envoyé hyper tard dans le match, Thibaut, pas trop compréhensible de la façon dont il a été construit celui-là aussi. Oui, je pense qu'ils ont voulu un peu faire réagir la foule en se basant sur la peur de voir à nouveau Daniel Bryan blessé, et ça a plutôt bien marché. Alors après, la construction était très classique, hein. C'est Shane McMahon qui tient bon et qu'au moment où il en peut plus, Daniel Bryan revient d'entre les morts et finit ce qui a terminé et remporte la victoire. J'ai rien de particulier à dire sur ce match parce que au-delà du fait que tout le monde était content de revoir Daniel Bryan, je trouve pas qu'il a renfermé de moments exceptionnels ou de moments inoubliables. Il a fait le taf dans l'image de remontrer Daniel Bryan fort, mais au-delà de ça, je pense pas qu'il y avait une autre ambition que le fait de montrer que Daniel Bryan était de retour. C'était même décevant, c'est-à-dire que Shane n'a même pas eu de spot impressionnant, Antoine. Même sur ça, ils se sont ratés, quoi. Exactement. Là. Puis moi, je pense surtout que l'annonce du retour de Bryan était trop serrée avec WrestleMania. Donc, je pense qu'il n'y a pas eu assez de temps pour se préparer. Puis je pense parce que moi, ce que j'ai vu, c'était pas le Daniel Bryan d'avant. Là. Puis je pense que dans le futur, je pense qu'on va retrouver cet ancien Daniel Bryan performant comme avant, avec son talent au complet. Là. Vous me disiez 2 ans d'arrêt, mais non, il s'entraîne et tout. Finalement, décevant aussi par manque de préparation, Kevin. Ouais, c'est possible que ça ait joué là-dessus aussi. Après, moi, je suis un peu déçu de la façon dont ils l'ont géré, le fait de sortir dès le début du match, tout ça, que tout le monde l'attendait, c'était pas top, j'ai trouvé. Après, le match était pas mauvais, mais on aurait pu avoir bien mieux en fonction avec les personnes qu'on avait, les 4 personnes dans le match, on pouvait avoir bien mieux. Donc ouais, un peu déçu par rapport à ça, mais on va voir si Bryan, je pense, il aura pas de mal à se relancer derrière. Ouais. Et justement, avant de continuer, un petit mot sur cette line-up qui est là. On passe donc des Bludgeon Brothers, c'est de la destruction. John Cena, Undertaker, c'est de la destruction. Tag team match, Shane McMahon, Daniel Bryan, Kevin Owens. Shane McMahon, pendant un quart d'heure ou 10 minutes, il se fait détruire. Franchement, c'est du catch de se faire détruire là pendant 35 minutes de show. Il y a que de la destruction. Il n'y a pas un mouvement de catch intelligent ou intéressant. C'est ça finalement qu'on nous a proposé en 7 heures. Il y a 30 ou 40 minutes où il se passe absolument rien.
Kevin, sur ça. Ouais, non, mais c'est exactement ça. On va dire, c'était un peu le moment un peu long du show. Enfin, il était long le show et c'était vraiment le moment où on ressentait vraiment que c'était un peu long parce on enchaînait les mêmes choses et c'était pas forcément très très intéressant. Donc, ouais, c'était faire long pour faire long, quoi. Thibaut, sur cet élément-là. Oui, après bon, ça fait partie du catch aussi, la destruction, peut-être à outrance, effectivement, mais au-delà de ça, bon, après le fait que Shane McMahon se fasse malmener, j'ai pas trouvé ça non plus totalement idiot, parce que Sami Zayn et Kevin Owens ont malmené Daniel Bryan et Shane McMahon pendant des semaines, donc c'était dans la suite logique des choses. Après, pour ce qui est du show en général, c'est vrai que peut-être ça manquait un peu de vraies techniques de catch et de vrais moments époustouflants d'un point de vue catchesque, ouais. Antoine, sur cet élément-là. Ouais, je pense que c'était juste une mauvaise répartition, là. Si on regarde l'ensemble de la carte, là, comme on disait d'avoir Asuka trop tôt, peut-être Undertaker trop tôt, je pense que c'était juste un problème de répartition. D'accord. On passe au match suivant, le Raw Women's Championship. On va être assez rapide parce que le match est en lui-même pas très intéressant et assez court. Alexa Bliss qui était championne, peut-être qu'il se faisait champonner aussi, championne, qui est accompagnée de Mickie James contre Nia Jax. Nia Jax, nouvelle championne, sachant que la construction de la storyline, je crois que c'est une storyline. Franchement, on se dit le niveau des filles à WWE, c'est la révolution féminine, et la base du match, c'est t'es grosse et t'es moche et moi je suis belle et gentille. Enfin, pas gentille, mais je suis belle, je suis une diva, comme on l'appelait à l'époque. Il y avait pas de fond et le match était pas terrible, soyons très honnêtes, Antoine. Bon moi je pense qu'au final je l'ai trouvé mais correct, dans le sens qu'il y avait rien de wow, il y avait rien de mauvais, puis je pense qu'on s'attendait aussi à une victoire de Nia Jax, un peu tout le monde. Donc moi ça s'est juste bien passé là, je suis un peu resté neutre là-dessus pour être franc. Neutre, d'accord. Thibaut? Ouais, moi c'est un peu pareil, j'en attendais rien de particulier de ce match bon, elles ont fait le taf sans en faire des caisses. Et le match a pas duré trop longtemps et j'ai trouvé que c'était entre guillemets une bonne chose. Après, j'attends de voir surtout pour Nia Jax parce que bon, pour être franc, j'ai encore un peu de mal à voir avec la ceinture. Je sais pas si elle aura le charisme pour la porter, et parce que de ce qu'on a vu à Raw, on y reviendra peut-être. La seule chose qui l'a sauvée, c'est le fait qu'il y avait Ember Moon, mais au-delà de ça, je trouve qu'elle dégage rien avec la ceinture. Donc, Kevin, très rapidement sur ce match. Ouais, c'est rapide, hein, j'ai pas grand chose à dire. De toute façon, c'était un match basique, quoi. Je m'attendais à rien, j'ai pas eu grand chose en retour, donc voilà, ouais. Donc finalement, pas déçu de ta déception, quoi. Non, pas déçu, c'était, on a eu ce qu'on pouvait s'attendre, et puis ouais, c'est passé, quoi, du coup, non, c'est alors, ok. On passe au match qui a été vendu comme le 5 étoiles de la soirée, et puis finalement, ça n'a pas eu lieu, hein, voilà. Pour le titre de la WWE, en single match toujours, Shinsuke Nakamura versus AJ Styles, qui était champion quand il est arrivé, il est reparti champion. Donc voilà. Moi, j'ai été extrêmement déçu. C'était long. La construction du match était d'une facilité extrême. Aucun moment waouh, comme vous avez dit. C'est peut-être la plus grande déception de la soirée, à moins qu'on ait un peu trop survendu ce match. Thibaut. Ouais, je pense moi je l'attendais beaucoup et je pense c'est un peu tout, on l'a trop survendu et effectivement au final c'était le match de rêve n'était pas au rendez-vous, c'était long, c'était mal construit même parce que c'était mou, et puis juste au moment là aussi où ça a commencé peut-être un peu à s'enflammer, AJ Styles gagne. Alors le seul truc je pense qui sauve le match, c'est la trahison, on va dire, la trahison de Nakamura à la fin, mais au-delà de ça, je pense qu'ils sont passés à côté. Alors je soupçonne peut-être la WWE d'avoir vu plus loin que WrestleMania, et je pense que la rivalité va s'éterniser et que peut-être c'était juste les prémices des affrontements futurs, et là je trouve que dans ce cas c'est pas intelligent, ils auraient dû commencer la rivalité bien avant. C'est chiant, t'es à WrestleMania, tu payes ton billet, une blinde, tu vas à l'autre bout du monde, t'es diffusé dans le monde entier. Surtout que WrestleMania, il y a des gens qui ne regardent pas le catch toute l'année, qui regardent juste WrestleMania parce que c'est fun, et donc là c'est pour ça que c'est pas habile de nous avoir vendu le début d'une storyline à ce moment. Attendre le lendemain à Raw éventuellement, ou faire un heel turn de Nakamura, pourquoi pas, mais après un match légendaire. Là c'était un match chiant. Moi je suis extrêmement déçu. Tu regardes WrestleMania, tu t'attends à voir les deux, peut-être
parmi les 10 meilleurs lutteurs de la planète, et ils te sortent un match de merde qui n'aurait jamais eu sa place à Raw, quoi. Ouais, Kevin. Oui, non, je suis complètement d'accord avec toi. Surtout que les deux, ils ont déjà prouvé qu'ils étaient capables de faire largement mieux ensemble sur le ring. Donc voilà, forcément la déception elle est là. Après, est-ce que Styles était à 100% ou pas? Est-ce qu'on a été blessé encore? Oui. On sait pas. Notre fameux exclu mondial, Thibaut. Mais voilà, on sait pas. Mais ouais, ils sont capables de bien mieux. Donc déception quoi. Antoine, sur ce match et sur ce heel turn de Nakamura derrière. Oui, donc moi en fait, je suis d'accord vraiment sur les avis mes précédents. Je pense que ça a manqué de rythme, mais par contre, je trouve qu'au moins que la fin était un peu intéressante. Là. C'est au niveau de la fin qu'ils ont vraiment montré leur talent mutuel. D'accord. Bon, finalement, déçus tous les trois, tous les quatre pour le coup, tous les quatre de ce match. On passe au prochain match, c'est le Raw Tag Team Championship en tag team match. The Bar, Cesaro et Sheamus versus Braun Strowman et Nicolas, le fameux Nicolas, un enfant qui a été trouvé dans la foule, et les nouveaux champions par équipe, Braun Strowman et Nicolas en nouveaux champions. On va décrypter. Très rapidement sur le match en lui-même, au niveau catch. Et puis après, sur le choix de Nicolas. On va inverser. Le choix de Nicolas, c'est plus le catch. Allez, soyons fous. Allez, vas-y, Antoine, t'avais l'air lancé sur Nicolas. Ouais, je pense que tout le monde se moquait de moi quand j'avais dit que ça peut être n'importe qui comme Alexa Bliss, mais finalement, on a eu pire, hein. Donc sur ce choix d'un gamin dans la foule. Exactement. Selon moi, c'était pire, là. Donc, je pense que c'était le comble de l'absurdité là-dessus, là. Un peu décevant, puis surtout que ça y a pris peut-être 10 minutes à le trouver dans la foule, là. Ça, c'était un peu long. Ça, c'était long. Kevin, sur cette histoire. Ouais, c'était long, mais en soi, ça m'a pas trop dérangé. C'est un peu le moment comique du show, on va dire. Mais après, maintenant, faut voir si Nicolas avait sa licence pour catcher en Louisiane, on sait pas, mais Il a pas catché, hein, véritablement. Hein. Oui, non, c'est vrai. Non, mais ouais, c'était le moment comique du show, quoi. Moi, ça m'a pas trop dérangé. Ça collait bien avec Strowman qui voulait vraiment être avec personne, donc pourquoi pas. Ouais. Thibaut, sur Nicolas, c'est cet enfant dans la foule, fils d'un arbitre d'ailleurs de la WWE. Oui, bon, c'était un peu n'importe quoi, mais effectivement, c'était le moment comique, et puis ça permet aussi de montrer Braun Strowman comme étant vraiment maintenant un gars extrêmement apprécié. C'est un peu le géant au cœur d'or. Donc c'était rigolo, mais bon, un peu idiot. Je pense qu'on avait tous beaucoup d'espoir, peut-être beaucoup trop, hein, c'est un peu de notre faute aussi. Mais moi, je m'étais dit, voilà, qu'ils sont en train de faire monter la sauce. Il va dire, peut-être qu'il va aller chercher quelqu'un dans le public, quelqu'un de la NXT ou une légende, ou même Rey Mysterio planqué, par là. Et au final, je pense que c'est ça. Au final, moi, je pense qu'on avait peut-être trop d'attentes vis-à-vis de son partenaire. Voilà. Ouais, bon, mais et sur le match alors, qu'est-ce que vous en pensez après en lui-même? Est-ce que vous n'avez pas été déçus, quitte à apporter l'histoire de l'enfant? Pourquoi l'enfant n'aurait pas pu faire un tombé? Ça aurait été marrant quand même. Franchement, pousser le truc jusqu'au bout, quoi. Pousser jusqu'au bout le fait qu'il fasse le tombé. Une fois que t'es Cesaro à terre ou Sheamus à terre, l'autre lui fait le tag et il va faire le tombé. Pourquoi ils ont pas poussé le truc jusqu'au bout, Antoine? Écoute, c'est une excellente question, mais c'est sûr que ça aurait été intéressant de voir ça, mais sinon le combat, je pense que tout le monde s'attendait à ça, une domination de Strowman qui soit seul ou à deux, là. Donc ça, c'était correct là-dessus. Kevin? Ouais, exactement pareil, ouais, on a eu le match qu'on pouvait s'attendre. Après, pour Nicolas, ouais, ça aurait été marrant qu'il intervienne un peu plus, mais bon, c'était correct, ouais. Thibaut, sur cette petite histoire mignonne. Moi, je vais aller un peu à l'encontre des avis. Franchement, le match, je m'en souviens pas. Le match en lui-même, non, mais vraiment, je me souviens un peu de ce qui se passe dans les autres matchs, mais celui-là, je m'en souviens carrément pas, parce que je crois que la caméra était quand même vraiment très portée sur Nicolas. On le voyait souvent inquiet, et du coup, ce qu'a fait Braun Strowman, bon, ok, il a dominé, mais je peux pas me souvenir d'un moment vraiment du match. Donc après, le dénouement est logique, mais au-delà de ça, c'est vrai que le match en lui-même, j'en ai pas gardé trop de souvenirs. Et justement, est-ce que Strowman, c'est pas le Jean-Marc Morandini, le André the Giant des années 2000, des années 2018, le grand géant qui est le gros nounours. Voilà, personne n'a relevé ma blague, tout le monde s'en fout, c'est pas grave. Mais voilà, Thibaut.
Oui, je pense ils essaient de faire un truc comme ça, surtout qu'on sait qu'il y a le documentaire d'André le Géant, donc il y a peut-être un peu de ça. Après, c'est vrai que Braun Strowman, c'est marrant de voir à quel point il est parti de quelqu'un de brutal et d'effrayant à maintenant quelqu'un qui est prêt à sourire, qui soulève les foules et qui devient ami avec des enfants. Donc moi, c'est un cheminement oui, c'est marrant. ça, parce que c'est le plus méchant. Le gars, il balance quand même un semi-remorque sur quelqu'un et il fait des bisous aux enfants. C'est ça. Il a même essayé de tuer, il a essayé de tuer Roman Reigns quand même quand il était dans l'ambulance. Bon, voilà, faut pas l'oublier. Mais du coup, le cheminement est drôle et je pense que vraiment ce match était juste fait pour faire sourire. D'accord, allez, on passe au main event de la soirée. Pour le titre universel, le grand retour de Brock Lesnar sur un ring, si j'ose dire, du moins sur les écrans, versus Roman Reigns. Lesnar qui était champion, qui repart champion. Un match assez brutal finalement, comme on a l'habitude de voir, avec une blessure comme c'est habituel pour l'opposant à Brock Lesnar, Roman Reigns qui est en sang complètement, c'est-à-dire que Brock Lesnar arrive à lui ouvrir le front. Alors c'est plus impressionnant que dangereux, hein, faut le dire. Enfin voilà, Lesnar qui gagne, est-ce que c'est une surprise? Qu'est-ce que vous avez pensé du match? Roman Reigns, comment il s'en sort derrière? Et puis derrière, on parlera aussi de la confrontation qu'il y a eu a priori en coulisses et les changements de plan en plein milieu du match, comme c'est dit sur quelques articles sur Catcheuse. Tout ça, ça fait quelque chose de très complet sur ce match. Allez, on va commencer par Antoine. Je t'en prie. Oui, donc moi de ce côté-là, je pense que c'est exactement ce que je m'attendais. C'était digne d'un combat de Brock Lesnar du début jusqu'à la fin. Donc pour moi, c'était parfait de ce côté-là. Là. Donc j'ai même apprécié ce combat. Mais sinon, là, la seule chose que j'ai vraiment pas aimé, mais c'est l'après-match. Donc il y a eu aucune célébration du champion. Il est juste parti. Puis bang, on l'a pas vu. Donc ça, c'est un peu étonnant pour terminer un WrestleMania qu'il n'y a pas de champion qui célèbre. Là. Assez bizarre. Allez, Thibaut, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis vraiment mitigé, j'ai presque pas envie d'en parler, mais j'ai été, franchement, j'ai trouvé que c'était un peu le malaise ce match, parce que c'est le main event et dans le public tout le monde s'en fout. Il y en a même qui jouent avec un ballon et qui on entend CM Punk, boring, enfin tous les chants qui montrent que les gens s'en fichent. Et dedans, dans le match, c'est F5 contre Spear, c'est Superman. Ça a toujours été comme ça. T'as l'impression de découvrir Roman Reigns, de découvrir Brock Lesnar. Non, je ne découvre pas Brock Lesnar, mais c'est un main event de WrestleMania. Au bout d'un moment, faut pas déconner, Brock Lesnar a beau être infect quand il est sur le ring, au bout d'un moment, quand tu es dans un main event, tu es censé faire des efforts. Je m'attendais pas au match de l'année, ça c'est clair, mais je m'attendais au moins à quelques efforts et j'ai même senti que Brock Lesnar, mais il en avait rien à foutre d'être là. Il en a rien à carrer, il a lâché quand même une énorme insulte pendant le match, il a lâché un gros motherfucker. Enfin, c'était totalement fou de voir ça dans un main event. Et je vais vite fait passer dessus, effectivement, aucune célébration à la fin. Brock Lesnar s'en va. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est que non seulement il n'y a pas de feu d'artifice, mais en plus, il y a WWE derrière nous balance un montage des meilleurs moments de WrestleMania. Et après ça, je pense que tout le monde avait arrêté de regarder. Il y a quand même une séquence, on va dire, post-générique, où on voit Roman Reigns aller voir sa femme en mode déçu et qui remonte la rampe. Et tout le monde s'en fout. Il y a même des gens qui sont déjà partis. Je veux dire, c'était totalement incroyable. Oui, il fallait sortir la voiture rapidement. C'est toujours le bordel à la sortie des salles. Kevin. Oui, non, c'est un match conforme à ce qu'on pouvait s'attendre d'un match entre les deux. Donc, ouais, moi j'ai plutôt bien apprécié. Le résultat me dérange pas du tout. Donc voilà. Après, ouais, c'était pas non plus le match le plus attendu de la carte et le mettre en dernier, peut-être qu'il aurait peut-être pu mettre autre chose. Je sais pas, faut voir comment. Oui, mais est-ce que c'est pas la pression de Brock Lesnar justement avec son histoire de contrat? C'est vrai. Tout le monde s'attendait à le voir perdre parce que a priori il aurait signé avec l'UFC, mais pas vraiment. Kevin, justement sur ça. Ouais, on savait pas trop justement. C'est un peu ça qui mettait le doute sur le fait qu'il puisse conserver ou pas la ceinture, mais ouais, je sais pas. Non, moi, des main events m'a pas dérangé. Après, ouais, il y a pas non plus de trucs ouf, quoi. Et justement, l'implication des deux lutteurs dans le ring, c'est un très bon point qu'a souligné Thibaut. Antoine, pourquoi il n'y a pas d'implication? Alors Reigns, c'est plus compliqué, c'est plus difficile à lire, mais Brock Lesnar, où il joue très bien le fait que le mec qui s'en fout, ou il s'en fout vraiment. Ben en fait, pour être franc, c'est toujours comme ça, là, du côté de Brock Lesnar. Là. Moi, j'ai pas remarqué de changement, donc c'est son attitude en général, même depuis toujours, on pourrait dire. Puis sinon, le départ des fans, moi je pense pas que c'est à cause du main event précisément. Moi je pense que c'est juste dû à la longueur.
on annonce que c'est supposé terminer à 23h Montréal ou 5h Paris, mais finalement, ça finit à minuit, 6h Paris. Donc, je pense que de ce côté-là, c'est juste que des gens, je veux dire, ils ont une vie demain, c'était lundi matin, là. Je crois qu'il y avait des gens qui devaient retourner au boulot. Si t'es à ça, après, vu le prix des places, moi, je reste, même si ça finit à 5h du matin, heure locale, je reste, hein. Y a rien à foutre, hein. Mais, non, je comprends, mais je parle pour les fans normales, peut-être, qui s'attendent que ça termine à une certaine heure. Peut-être que là, ils trouvaient ça trop long, ils sont partis, puis c'est tout. C'était long, 7 heures de show, 5 heures de show principal, 2 heures. On va terminer, on va faire un bilan de ce WrestleMania. Mais pour terminer sur ce match, comment vous voyez la suite pour Roman Reigns, pour Brock Lesnar qui fera avec la revanche est annoncée pour le Greatest Royal Rumble dans un Steel Cage match. Le titre est en jeu, est certainement en jeu. Oui. Je suis même pas sûr. Oui, il est en jeu. On dit que c'est le prochain match de Brock Lesnar, c'est le dernier, mais à chaque fois qu'il y a un match de Brock Lesnar catch, on dit que c'est le dernier, donc on ne sait pas vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que c'est pas finalement un serpent de mer qui continue et qui va continuer à nous amener jusqu'à SummerSlam? On parle à SummerSlam d'un combat contre Bobby Lashley. C'est très très rapidement, Kevin. Ouais, bah si on a Lashley au SummerSlam, il faudra s'attendre au même genre de match, hein, de toute façon avec Lesnar, on a tout le temps pareil. Et avec Bobby Lashley, oui, c'est SummerSlam, Bobby Lashley, Roman Reigns avec le niveau 0 du catch, on est d'accord. Hein. Bah, voilà, ce sera juste des bourrins qui vont se taper dessus, puis. Ouais, voilà. C'est ça. Thibaut. Non, et puis à un moment, c'est est-ce que Raw veut un champion, quoi. Franchement, le titre universel, il veut plus rien dire, ce titre. Le champion n'est même pas au Raw après WrestleMania. Enfin, bon, on sait que Brock Lesnar ne vient pas, mais là, on parle de questions de booking où t'as SmackDown, où t'as ton champion qui est là. Et à Raw, il n'est pas là. Le plus gros titre à Raw, pour l'instant, c'est le titre intercontinental. Et heureusement qu'il y a Seth Rollins qui l'a porté à Raw, parce que la grande question, au-delà du fait Brock Lesnar s'en fout ou quoi, c'est de savoir si Brock Lesnar reste champion jusqu'à SummerSlam, c'est qu'est-ce qu'on fait pour Raw, qu'est-ce qu'on fait de ce titre universel qui au final a disparu depuis 1 an et n'a plus aucune légitimité selon moi. Brock Lesnar a beau être le gars qui aime se faire désirer et qui est bourrin, au bout d'un moment il faut un peu poser les choses et se dire bon ok, mais en attendant Raw, il y a un trou énorme où il n'y a pas de titre. Justement, est-ce qu'ils sont pas en train de tuer un peu leur poule aux odeurs en disant Brock Lesnar vend des places, c'est-à-dire qu'on fait porter toutes les affiches des gros pay-per-view par Brock Lesnar quand il vient, on va vendre des tickets, mais au vu de la réaction du public, au vu des matchs qui est fourni, au vu de son absence et de toutes les critiques qu'il y a même en général, est-ce que Brock Lesnar vaut encore le coup d'être à la WWE au-delà de son absence et tout? C'est la grande question. Est-ce qu'on peut encore dire Brock Lesnar vend des billets? On vend des billets sur lui, je suis pas sûr. Ben moi en fait je maintiens que oui, parce qu'à chaque fois qu'il est là, c'est une attraction, c'est en main event, ça l'arrive une fois dans le mois, il faut pas le rater parce qu'il va se passer quelque chose de spécial. Puis en fait, il faut pas oublier que dans chaque contrat, c'est la WWE mais qui signe un nombre d'apparences, un nombre de présences, puis après c'est eux qui le divisent sur le calendrier. Donc s'il est pas là le lendemain de WrestleMania, c'est pas la faute de Brock Lesnar, c'est la WWE qui a décidé de ne pas le mettre là. Aussi simple que ça. Oui, c'est-à-dire que la WWE porte sa responsabilité aussi. Il y a pas que le chieur de Brock Lesnar qui dit moi je veux pas apparaître là, qui fait sa diva. C'est que la WWE autorise à ce que entre guillemets dans son booking à ce que ça se passe en tout, c'est ça. Exactement, puis là ben, qu'est-ce qui est malheureux mais pour cette année, mais c'est qu'ils viennent de re-signer son contrat, mais ils ont donné aucun détail parce qu'ils veulent garder le mystère pour le Greatest Royal Rumble, à savoir s'il a signé encore pour une année ou juste pour le mois d'avril. Donc là, on est encore dans le mystère, parce que d'habitude, on aurait su combien de dates qu'il a signé, mais là, on le sait même pas encore. Là. Alors, le show a duré 7 heures, il y a eu 5 heures de show principal, 2 heures, j'ai envie d'avoir votre sentiment. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce WrestleMania? Un point positif, un point négatif. Allez, on commence par toi, Kevin, pour ce débrief complet de WrestleMania. Alors, le point positif, c'est que globalement, la plupart des matchs étaient corrects, corrects. Enfin, il n'y avait pas de match vraiment dégueulasse, à part éventuellement le match de Cena. Et le point négatif, justement, c'était beaucoup trop long, donc on se perd vraiment. 7 heures de show, c'est beaucoup trop, quoi. On aurait pu faire beaucoup moins. Il y a certains catcheurs qui étaient pas là et tout. On aurait peut-être pu faire autrement la carte, mais 7 heures, c'était beaucoup trop long pour moi. C'était vraiment le point négatif, ouais. D'accord. Thibaut? Ouais, alors le point positif, c'est effectivement, il y avait quand même sur le papier des matchs de qualité et qui se sont bien passés. Je pense notamment à Charlotte Asuka ou le match pour le titre intercontinental. Donc voilà, il y a quand même eu
de beaux matchs. Après, le point négatif, c'est que c'était long et en plus parfois, vu le contenu de certains matchs, j'avais juste l'impression d'assister à un Raw un peu trop long et voilà. Et puis au-delà de ça, le fait qu'il manque de célébration, et on est à WrestleMania et j'ai trouvé qu'ils n'ont pas fait les choses à fond, comme par exemple ça passe par un détail bête, par exemple ça aurait été une entrée de Finn Balor en mode démon avec beaucoup plus de mise en scène. Par certains moments on s'est dit que la WWE a fait le strict minimum alors que c'était quand même un gros show sur le papier. Anto, point négatif, point positif. Donc, je suis exactement d'accord avec les avis précédents pour le positif et le négatif, donc je vais pas les répéter. Mais en négatif, là, j'ajouterais, moi, qu'est-ce qui m'a vraiment marqué, là, c'est les effets visuels pendant les entrées. Moi, j'ai trouvé ça vraiment affreux. Je trouve que c'était mal fait. Je suis pas d'accord. Je trouve que c'était sympa. Parce que moi, je trouve ça même grossier, parce que moi, je préfère l'ancienne méthode de voir des vrais décors physiques, voir un vrai budget réel investi, voir quelque chose qui a vraiment été créé, par exemple, un architecte ou n'importe quoi d'autre, mais voir quelque chose de physique réel puis qui est bien utilisé, je trouve que ça rajoute de la magie que juste mais quelque chose que les fans dans la salle vont même pas voir puis que nous autres, on voit ça en gros puis ça sert pas à grand chose. Une dernière chose sur l'ambiance de ce WrestleMania et votre sentiment sur le show. À toi, Thibaut, le général. Voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé toi, perso? Alors le général, perso pour un WrestleMania, j'ai trouvé que ça décevant. Pour un show de la WWE, je trouvais ça correct. L'ambiance, le public à certains moments était éteint et à d'autres était à fond. Donc c'était vraiment tout l'un ou tout l'autre. Donc sur le papier, on l'avait d'ailleurs évoqué, ça avait tout du pay-per-view de l'année. Au final, je pense que ça restera juste un bon pay-per-view, mais un WrestleMania assez médiocre par rapport à des problèmes de booking, à des matchs pas forcément bien placés et à des contre-performances, notamment vis-à-vis de Cena, Undertaker. Et aussi, je suis d'accord avec Anto, les éléments qu'il y avait en réalité augmentée là, qui étaient faits en 3D, étaient vraiment moches, c'était affreux, notamment sur l'entrée de Asuka. J'avais juste l'impression de regarder un film des années 80 avec téléfilm quoi, avec aucun budget. Donc voilà, je pense qu'il y avait un souci créatif et au niveau peut-être même du budget. Qui me manque Anto, je crois que c'est ça, ou Kevin, t'as déjà J'étais le premier. Ah, pardon, excuse-moi, Anto. Non, mais en fait, donc encore une fois, je suis vraiment d'accord avec Thibaut, encore une fois, donc je vais pas me répéter. Hein. D'accord, mais même sur toi, médiocre, mais sans plus, par rapport à WrestleMania, normal. Exact, non, mais moi, donc moi, c'est pas mon meilleur, c'est pas le moins bon, donc c'est quand même assez neutre. Je pense que la durée puis le booking n'a pas aidé. Hein. Kevin, sur ton sentiment général? Globalement la même chose, il y a le potentiel pour être très très bon. Au final c'est bon parce qu'il y a plein de matchs qui ont été bien en dessous de ce qu'ils auraient pu faire. Donc il manquait aussi pas mal de shows, de spectacles on va dire, en dehors des matchs et le truc qui envoie du rêve quoi, mais il y avait pas grand chose du coup. On va dire un WrestleMania plutôt basique, normal quoi. Alors moi j'ai trouvé que c'était un show hyper divertissant dans le sens où il y a une ambiance. C'est-à-dire que encore je me souviens de cette nuit, de la beauté des décors, etc. Bon on peut discutailler des 3D, etc. Mais je trouve quand même qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait une ambiance, il y avait une chaleur. La Nouvelle-Orléans, c'est quand même quelque chose. On a senti la puissance de l'histoire. Voilà, le décor était quand même assez beau, assez majestueux. La mise en scène était assez correcte. C'est vrai qu'au niveau catch, on a été extrêmement déçus, tout simplement parce qu'on n'a pas eu de moments waouh, des moments où on va se dire putain, ce WrestleMania, où j'y étais, où je l'ai vu. Mais l'ambiance générale, il y avait quand même une ambiance au-delà du fait des 80 000 personnes, du fait du Superdome, du fait de la ville, du fait du teasing de tout ce qu'il y avait. Je trouve quand même qu'il y avait quelque chose. Il y avait une saveur. On sentait la moiteur, on sentait la chaleur. Il manquait juste un tout petit peu de contenu. Très rapidement, voilà, nous avons fait le point sur ce WrestleMania. On va passer au Raw. Alors, les 2 ou 3 éléments qui sont importants de ce Raw, des nouveaux arrivés de NXT, un retour de Jeff Hardy, le retour de Bobby Lashley. Très rapidement, un mot sur ce Raw. Et on va commencer par Kevin. Alors le show était sympa en termes de surprise, des arrivées, départs, etc. Après niveau catch, c'était des matchs vite expédiés quasiment tout le temps, donc c'est pas top en niveau qualitatif. Mais ouais, il y avait beaucoup de surprises, donc c'était plutôt sympa. C'est un Raw qu'on a l'habitude de voir après WrestleMania, donc. Mais pas mieux que WrestleMania. J'ai entendu qu'il était mieux que WrestleMania. Non, je peux pas laisser dire ça quand même. WrestleMania c'était pas top, mais ça a rien à voir. Ça avait rien à voir. C'était relativement pauvre au Raw quand même, ce Raw Aftermania, Thibaut.
Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Alors c'est vrai que c'est difficile de comparer un Raw avec un WrestleMania. Moi, j'étais beaucoup plus diverti par ce Raw et j'ai pas été si étonné que ça de voir des matchs courts parce que généralement le Raw après WrestleMania, c'est vraiment pour le show. Là, c'est juste du divertissement à l'état pur et j'ai trouvé que ça remplissait parfaitement cet objectif-là. Et qui plus est, il y a eu de très bons moments. Notamment le retour de Samoa Joe qui a enterré Roman Reigns avec une promo de fou. J'ai trouvé ça vraiment excellent. Déçu du fait que Braun Strowman et Nicolas s'est rendu leur titre, mais bon, c'est pas étonnant. Voilà, ouais. Et puis même, moi j'ai trouvé par exemple l'équipe Matt Hardy, Bray Wyatt, j'ai trouvé ça très bien fait. Jeff Hardy de retour pour s'allier avec Finn Balor et Seth Rollins, très bien fait aussi. J'ai trouvé que tout était vraiment, tout coulait bien. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'arrivées. Il y en a eu que 2 du côté de la NXT, mais au-delà de ça, moi j'ai trouvé que le show était très cohérent et que ça insufflait peut-être de nouvelles rivalités, de nouvelles alliances. Moi je trouvais qu'il faisait vraiment ça relance bien la saison. Qu'est-ce que t'en penses, Anto, très rapidement? Ouais, je pense que le niveau d'excitation était plus présent pour le Raw qu'à WrestleMania. Là. Je pense que la chaleur justement était plus là. D'accord. On passe au mardi au SD Live. Alors la veille, Paige annonce sa retraite et là elle devient la nouvelle general manager. Carmella cashing in sa mallette pour devenir championne à la place de Charlotte. Des arrivées, donc comme je vous ai dit, d'NXT. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, un Daniel Bryan versus AJ Styles en main event de la soirée, Antoine, sur tout ça, sur ce SmackDown Live de mardi? Moi je pense que autant que pour Raw, donc j'ai autant apprécié. Donc c'était aussi intéressant, aussi excitant, puis c'était aussi bien rempli au niveau booking. Le seul aspect, c'est Paige comme general manager. Moi, j'ai encore de la difficulté. Là. Je trouve qu'elle est pas crédible. Peut-être que c'est à cause de son historique, là. Mais je pense qu'il y a vraiment un manque de crédibilité là-dessus. Moi, j'arrive pas à la prendre. Elle a pas encore l'emprise, effectivement. Et puis, elle a eu quand même des scandales. Elle est pas vierge, entre guillemets, de tout soupçon. Bravo. Oui, non, alors. Allez, ça y est. Mais bravo. Non, je parlais pas de ça. Je disais, voilà, c'est vrai que la crédibilité peut-être manque un peu pour un rôle aussi important. On passe quand même de Daniel Bryan à Paige et bon, voilà. Est-ce que c'est pas pour le bouche-trou? Elle est en contrat jusqu'à la fin de l'année. Il faut la tenir. Kevin, sur ce show, pardon. Le show, pareil que Raw, il était aussi sympa. Après, Paige, c'est vrai qu'il est peut-être aussi un peu jeune pour ce poste-là, pour être general manager. Sinon, plutôt une bonne surprise. Peyton Ross, Billie Kay qui arrive à NXT, c'était sympa. D'ailleurs, Billie Kay, on l'a pas vu dans la Battle Royale. Je m'étais demandé pourquoi à WrestleMania. Et sinon, le main event, intéressant. Après, il fallait s'attendre à une intervention de toute façon de Nakamura. Donc, non, pas de réel le show était plutôt bon. Carmella qui cache, c'était le bon moment. Donc voilà. Thibaut, sur ce SD? Ouais, il était pas mal. Alors j'étais étonné justement qu'il y ait si peu d'arrivées de la NXT, même du côté masculin, je crois qu'il y a eu personne. Donc c'était un peu étrange, mais sinon le show était bien. Je trouve justement ça faisait écho à ce qu'on disait sur la barrière de la langue par rapport à Nakamura s'il devait devenir champion. Le fait qu'il en a rigolé quand Renee Young est venu l'interroger et lui a dit désolé, je ne parle pas l'anglais. Enfin, je trouvais ça sympa. Je pense qu'il va faire un très bon heel. Et le show en lui-même était sympa pour Paige. Je lui accorde le bénéfice du doute. Je pense qu'elle a été propulsée là aussi parce qu'elle est très populaire malgré ces quelques scandales qu'elle a pu avoir. Elle a encore beaucoup de fans et c'est un bon moyen de lui offrir un peu une seconde jeunesse. Et pour ce qui est de Carmella, c'est logique et heureusement pour l'avenir de la mallette féminine qu'elle réussisse à encaisser son contrat. Par contre, en tant que championne, je pense qu'elle va être bien insupportable à toujours crier. Donc je prépare déjà mes oreilles et pour les futurs acouphènes quand on l'entendra combattre. Très rapidement et vraiment d'un mot et après on va conclure. La semaine prochaine, shake-up des superstars de WWE, Raw et SmackDown sur 2 jours. Est-ce que ça peut vraiment lancer la saison, ce shake-up? Thibaut, c'est toi qui l'avais annoncé quasi en exclusivité dans notre podcast. Non, je l'avais pas annoncé, je l'avais supposé, c'est pas tout à fait pareil. Il est comme ça, mais si, il avait annoncé, je peux vous le dire, allez écouter, il avait annoncé. Donc, au-delà de ça, je pense que c'est un bon moyen de relancer un peu la saison, de créer de nouvelles rivalités. J'attends surtout de voir ce que ça va donner pour Sami Zayn et Kevin Owens, qui ont pas réussi à se faire embaucher par Raw. Donc, j'espère qu'ils vont réussir à retrouver leur place dans le roster. Et au-delà de ça, moi, ce que j'attends, c'est de la fraîcheur, de la nouveauté au niveau des
au niveau des rivalités. D'accord. Allez, Kevin, très rapidement sur cet aspect-là. Pareil, j'attends aussi d'avoir de nouvelles rivalités, des personnes qui sont jamais croisées. Et, j'attends de voir ce que va devenir Asuka, même si on sait peut-être déjà, ou Nakamura, etc. Ça serait pas mal d'avoir un vrai changement au niveau tête d'affiche des deux côtés. Ouais. Anto, sur cette Exactement, donc ça promet beaucoup de suspense. Puis moi, je m'attends peut-être même à avoir du temps, mais vu qu'il n'y a pas beaucoup eu de transferts de NXT, des shake-ups de NXT au roster principal, là, ça a pas été annoncé, mais je pense qu'il va en avoir. Je voulais vous remercier, messieurs, pour ce débrief de WrestleMania et surtout vous remercier, ceux qui nous ont écoutés et ceux qui ont été sur Catch News pendant toute l'aventure WrestleMania. C'était un succès incroyable. On a des chiffres qui sont stratosphériques. Un mot très rapidement sur Anto pour remercier tous nos fans. Oui, un grand merci. À chaque année, on brise des records, puis encore une fois, ça n'a pas été différent, là, mais là, cette année, on les a même doublés, là, donc là, c'est juste énorme. Énorme. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve très vite pour un prochain podcast. Peut-être avant WrestleMania. Enfin, c'est-à-dire pendant la saison. On ne sait jamais si on se chauffe. En tout cas, si vous voulez suivre toutes les informations, c'est sur Catch News. C'est en direct. C'est en live. On vous remercie. On vous embrasse. Dites au revoir à vos fans quand même parce que c'est très important. Au revoir. Au revoir. Ciao. Vous en foutez? Voilà. Non, moi je dis au revoir. On vous aime beaucoup. Bravo. Continuez à venir sur Catch News. Il faut conclure. Merci beaucoup. Bisous à tous. Au revoir.